un peu particulier cette année, puisque toutes les conférences sont sur une seule journée. Alors, je ne vais pas présenter les débatteurs, puisque on m'a dit que leur curriculum vitae était disponible, donc je ne vais pas les présenter. Et nous allons commencer tout de suite. Alors, le sujet de cette table ronde, c'est le sens de l'initiation et l'engagement au XXIe siècle. Alors, il s'agit d'un sujet un peu contextualisé. On parle du XXIe siècle, donc de l'époque actuelle. Et les commentaires sont dans un contexte de perte de repères et d'individualisme forcené. La franc-maçonnerie, loin d'être archaïque, constitue une vraie réponse aux problèmes actuels de notre société. Par son initiation, l'être humain intègre des valeurs qui vont lui permettre d'œuvrer dans le monde qui l'entoure et dont il est partie intégrante. Donc la contextualisation fait un peu référence à certaines des conférences que nous avons entendues aujourd'hui. On dit volontiers que notre période est en perte de repères, on parle d'individualisme, il y a des choses un peu particulières. Si on se réfère au passé, l'histoire a donné des références qui ne sont pas toujours à envier par rapport à l'époque actuelle, mais le sujet est contextualisé, on parle de la maçonnerie au XXIe siècle. Donc, la première question concerne le contexte. Que pouvons-nous dire du contexte actuel pour la maçonnerie ? Claude, est-ce que tu veux entamer sur cette question ? Oui. Bonsoir à tout le monde, merci d'être là, même à 17h, ça fait plaisir. Oui, le contexte, on en a beaucoup parlé, c'est vrai, Et je crois que tout le monde est d'accord qu'on vit une époque qui est une époque angoissante. Ça serait avoir un bandeau sur les yeux que de ne pas voir toute cette angoisse qui se diffuse. Il y a le capitalisme qui est en roue libre, les homicides, les viols, l'antisémitisme. Je pense qu'il est peut-être... je comprends que devant tant de charges d'angoisse, certains préfèrent se replier sur eux-mêmes, et notamment, je crois, un peu les jeunes, qui trouvent que ce monde d'adultes est un monde qui ne leur convient pas beaucoup. Donc, je comprends aussi cette attitude qui est une attitude de repli et se dire, après tout, moi je vais vivre pour moi, pour ma famille, et puis basta, la cité se débrouillera toute seule à régler ses problèmes. Donc, j'ai envie de dire qu'un franc-maçon, une franc-maçonne, ça ne sera pas franchement son comportement. Au contraire, on est appelé à se dire que, c'est pas en restant passif, et c'est précisément en prenant conscience de cet état qu'on s'engage, que automatiquement on s'engage, on fait quelque chose, que ce soit grand, petit. En fait, cet engagement vient de la considération qu'on a avec l'autre. Et ça, c'est la franc-maçonnerie qui nous apprend cette première des valeurs, parce qu'on est initié dans des loges où automatiquement on travaille ensemble. Donc l'autre, on le connaît et on ne partage pas forcément les mêmes opinions, mais c'est un lieu de sociabilité. Et quand c'est un lieu de sociabilité, ça veut dire que l'autre existe et qu'on a le souci de soi et de l'autre. Malgré tout, sur un plan historique, le XXe siècle n'a pas donné l'exemple quand même. Le capitalisme déliquescent, l'antisémitisme, les guerres, on a atteint un paroxysme quand même au XXe siècle. Qu'est-ce qui pourrait être particulier au XXIe siècle pour que l'engagement maçonnique n'ait pas un rôle à jouer ? Est-ce que Magali ? Oui, bonjour à tous. Moi, je fais un constat très positif, parce que les deux dernières tables rondes
Il est branché. Oui, mais il faut bien le tenir devant Les deux dernières tables rondes auxquelles nous venons d'assister, auxquelles je viens d'assister, me donnent tout espoir. Les sujets n'étaient pas vraiment très maçonniques, mais ils étaient dans un symbole implicite partout. Les bouquins de Ravenne et Giacometti et de je ne sais plus comment il s'appelle, Christophe, sont dans je pense que la jeunesse aujourd'hui, parce que l'amphithéâtre était plein pour les deux conférences. Voilà. Donc il faut peut-être sortir de notre zone de confort, symbolisme, rituel, et leur faire découvrir que la maçonnerie, elle est partout, tous les jours et à tous les instants. Dans le monde profane aussi, tout le temps. Tous les profanes ont des rituels, ont des symboles et utilisent la maçonnerie, mais ils ne le savent pas. C'est comme M. Jourdain, quoi. Et je pense que des auteurs comme ceux que nous venons d'entendre, eh ben, ils sont là pour nous faire comprendre que la maçonnerie, elle est partout. Donc je ne suis pas du tout pessimiste, moi, sur ce qui va se passer. Et puis je n'ai pas envie d'être pessimiste d'abord. Notamment pas du tout en plus, parce que là, il y a trois jeunes profanes qui ont 30 ans et qui viennent de taper à la porte du temple. Donc j'étais étonné quand même. J'étais très étonné. Mais non, mais on veut savoir, on est curieux, on veut savoir, on est sûr qu'il y a quelque chose derrière d'intéressant. Parce que l'initiation, c'est une démarche volontaire. Donc c'est une démarche positive. C'est une démarche pour apprendre quelque chose. Le menuisier, il a été initié, le pianiste, il a été initié, le danseur, il a été initié. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre. Donc s'ils frappent à la porte du temple, ils ont envie d'apprendre quelque chose et ils pensent qu'il y a quelque chose derrière, autre que du mystère, du fantasme et puis de la sorcellerie, et puis je ne sais pas à quoi ils pensent, quoi. Voilà, toutes les choses qui n'ont pas lieu d'être dans la maçonnerie. Donc moi, je suis très optimiste sur l'avenir du recrutement qui inquiète tout le monde. Parce que j'ai fait un livre qui s'appelle Intéresser les profanes et retenir les initiés. J'ai interrogé tous les grands maîtres de toutes les obédiences. Et tous pensent qu'il faut rester droit dans nos bottes, dans nos rituels, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent alléger, moderniser. Il y en a même, ils vont tout le monde va sur Internet maintenant. Est-ce que c'est la finalité de la maçonnerie d'aller sur Internet, d'être sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il faut rester dans plus de tradition, au risque de passer pour quelqu'un de ringard, c'est possible. Mais je pense qu'il faut rester dans une tradition. Parce que le rituel, c'est notre colonne vertébrale, ça nous tient debout. La symbolique nous permet de regarder la vie autrement. Voilà, donc moi je suis plutôt très optimiste sur l'avenir de la maçonnerie. Christophe, malgré tout, Jacques Ravenne et Royer on parlait, mais on est dans le roman quand même, c'est autre chose. On n'est pas tout à fait dans la réalité. La confrontation de la société au XXIe siècle, c'est quand même des choses un peu nouvelles. C'est peut-être, au-delà de l'individualisme, l'immédiateté qui pose problème. La maçonnerie n'est pas tout à fait dans l'immédiateté. Alors Christophe, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette question ? Alors, tout d'abord, je regrette juste un élément, parce que c'est vrai qu'on n'a pas annoncé d'où l'on parle, parce que c'est vrai qu'on a des diversités initiatiques que nous incarnons à travers nos parcours réciproques dans des obédiences différentes, avec des spécificités tant rituelles qu'historiques. Mais on n'a pas non plus le plaisir de vous connaître individuellement tous. Et à ce titre, il y aurait peut-être un indicateur important, c'est que vous puissiez ou lever la main pour nous indiquer si vous êtes profane, ou inversement si vous êtes maçon. Alors dans l'ordre dans lequel vous le souhaitez, mais parce que ça a du sens aussi pour peut-être répondre de façon plus pertinente et appropriée à vos propres questionnements quant à ce sujet. Alors est-ce que vous m'autorisez, puisqu'on ne doit pas dévoiler les frères ni les sœurs, de vous demander ceux parmi vous qui
sont profanes, de manière à pouvoir identifier par déduction quels sont ceux qui pourraient être ou dans la neutralité ou initiés. Voilà, merci. Alors, en effet, c'est un point important parce que c'est sans doute là que se constitue la cheville ou le point d'intérêt, c'est la rencontre. Et il n'y a pas de maçon qui n'ait pas souhaité à un moment être initié. Et cette démarche, elle relève forcément d'un manque. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à notre siècle, peut-être, est-ce se poser la question du manque. Qu'est-ce qui, dans l'environnement actuel, qu'est-ce qui provoque le doute, le manque, peut-être aussi la perte d'espoir ou de repères, comme indiqué dans l'énoncé. Alors, pour ma part, j'ai un élément qui va faire le lien avec ceux qui ont assisté à la conférence précédente. Je crois qu'il y a quelque chose de déterminant pour répondre à ta question. C'est que l'ère du numérique a amené un élément extrêmement prégnant pour le maçon, c'est le basculement de la verticalité à l'horizontalité. Et ça, c'est un phénomène nouveau. C'est propre à notre siècle. Pour une raison extrêmement simple, c'est que l'avènement du numérique, c'est rendre tout disponible et disqualifier la transmission, disqualifier le sachant. D'ailleurs, on le retrouve dans toutes les problématiques sociétales actuelles, sur le plan politique, c'est criant. Perte de repères, les enfants finissent par ne plus comprendre dans le fond où se situe la transmission, puisqu'ils peuvent aller chercher de l'information, je mets des guillemets évidemment à ce qualificatif, directement à travers le numérique, et cela, ça change tout. Parce que dans la construction historique, qui est celui qui nous a tenu la main, qui nous a vu grandir, qui nous a protégés, accompagnés, enseignés, que ça soit évidemment le parent, mais également l'enseignant, les figures représentatives de l'autorité, la police, etc. Eh bien, l'ensemble de ces éléments s'effondre par un sentiment de toute puissance activé chez nos jeunes en particulier, puisque je crois que ce sont les plus impactés aujourd'hui, forcément, nos générations peut-être moins, ou en tout cas, si elles n'ont pas vu venir, avaient les outils pour pouvoir mieux appréhender ces technologies et ne pas se laisser piéger aussi par ces illusions. Mais il est vrai que là, il y a sans doute déjà un début de rencontre, à la fois dans le dialogue, dont nous sommes responsables à l'égard de notre qualité de maçon, à l'égard du profane, mais également aussi de se questionner sur ce qui peut intéresser les jeunes générations à rejoindre la franc-maçonnerie et donc à être initiés pour se reconnecter à eux-mêmes, au principe du divin, mais également peut-être donner du sens à ce qu'est la vie. Alors on parle des jeunes générations. Je pense que la maçonnerie s'est toujours interrogée sur le sens du message qu'elle passe et à qui, à quelle génération. Il est parfois d'usage, dans certaines obédiences, de dire que lorsqu'on ne s'est pas établi dans la vie, lorsqu'on n'a pas stabilisé sa vie de famille, voire sa vie professionnelle, on est un peu jeune pour entrer en maçonnerie. La maçonnerie répond à des questions qui se posent peut-être un peu plus tard. Mais est-ce que il y a quand même, sur ce que tu appelles l'horizontalité, une chose assez nouvelle, c'est la communication qui se passe par les réseaux sociaux. On voit bien, les politiques eux-mêmes ont pris cette habitude de transmettre des informations par les réseaux sociaux. Est-ce que la maçonnerie n'a pas une sorte d'archaïsme dans ce monde qui a changé avec l'informatique et les réseaux sociaux? Je ne sais pas qui, Claude, est-ce que tu peux donner ton avis sur cette question sur l'archaïsme que pourrait véhiculer la maçonnerie? Je ne sais pas, l'archaïsme, si on l'a... Mais bien ton micro sur le si menton. Si on veut mettre en image l'archaïsme et les nouvelles technologies, je ne suis pas toujours là-dessus. Moi, je n'ai rien contre les réseaux sociaux. Je suis même très étonnée que par le monde, en ce moment, les jeunes se mettent en révolte, qu'il y a des pétitions qui arrivent, qu'il y a un courage. Donc,
je pense que les réseaux sociaux, ils travaillent dans l'immédiateté. Ils peuvent avoir une action intéressante. Là où nous, on diverge, ça ne veut pas dire qu'on condamne, mais on est plutôt une génération, et je pense aussi que les jeunes sont intéressés, peuvent être intéressés à rentrer dans les loges, c'est qu'on prend le temps, on prend du recul, on cherche à penser, on n'évite pas le doute, mais on est accompagné, il y a vraiment une transmission fraternelle, et je crois que c'est ça un atout de cette institution qui pour moi n'est ni archaïque, ni obsolète, ni un ashram, ni un cocon douillet, ni un lieu pour l'extase. Je pense que c'est un lieu très humain, et je pense que c'est ça la première des qualités que peut avoir la franc-maçonnerie, et c'est sans doute pour ça qu'à mon avis, elle persiste. Mais la franc-maçonnerie, elle a traversé des siècles. Elle a traversé la Shoah. Elle a tout traversé. Et elle existe encore. Et il y a encore des gens qui sont là. Moi, quand j'ai fait mon bouquin, j'ai interviewé des sœurs qui étaient là depuis 50 ans. Et fidèles au poste, me répondant, moi, je serai là jusqu'au bout, droite dans mes bottes. Personne ne me fera bouger. Donc, archaïque, non, moi, je ne sens pas du tout la maçonnerie archaïque. Je pense qu'elle est traditionnelle. C'est une tradition qui date de plusieurs siècles. Et je ne crois pas non plus que Internet puisse lui faire concurrence. Ce n'est pas la même chose qu'on cherche là-dedans. Parce que nous utilisons tous Internet, mais nous ne l'utilisons pas forcément au profit ou au détriment de la franc-maçonnerie. Pas du tout, ce n'est pas du tout le sujet. Et c'est comme l'intelligence artificielle. Je crois qu'il faut maîtriser tous ces instruments. Ce sont des outils qu'on met à notre disposition. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais maîtrisons-les. Mais dans toutes les loges, ne cesse-t-on pas de nous apprendre à maîtriser nos métaux, maîtriser nos passions. Il faut faire pareil avec ça et être peut-être encore plus attentif. Peut-être. Mais je pense que nous n'avons rien d'archaïque. Et les jeunes, que viennent-ils chercher chez nous ? Claude l'a très bien dit, le temps. Le temps. Parce que le temps n'a pas de temps chez nous. L'écoute. L'attention, la réflexion, le respect. Je crois qu'ils viennent chercher des valeurs qu'ils ne trouvent plus aujourd'hui dans la vie courante. Moi, je vois les deux personnes là, de 30 ans que j'ai rencontrées. Ah non, j'en ai marre, le stress. Il faut toujours aller plus loin, il faut toujours gagner plus. Nous, on n'a rien à gagner. C'est la maçonnerie qui nous fait des cadeaux tous les jours. Et eux, ils viennent le chercher, ce cadeau. Je crois que c'est là où il ne faut pas les décevoir. Voilà. Je ne sais pas comment on va faire. Tu voulais me relancer ou on reste sur la même question? Parce que j'ai des choses à te dire sur ce sujet. Alors je ne sais pas, mais là, on parle beaucoup de communication, en réalité. Le sujet qui nous est proposé, c'est quand même le sens de l'initiation. Il faut se poser la question. Est-ce que dans un monde qui surréagit à la moindre information, à la moindre déclaration sur Instagram, est-ce que le sens de l'initiation, quelle est la réponse du sens de l'initiation, en réalité ? Alors là, c'est un terrible raccourci que tu me proposes là, parce que, évidemment, par rapport à la question précédente, une fois encore, il y a un énorme distinguo qui est celui de la survalorisation de l'ego à travers les réseaux sociaux. Et je crois que là où on peut se questionner, en effet, sur l'impact que cela produit, c'est que nous avons, y compris chez nos plus jeunes, des gens qui ont l'habitude de se surexposer. On en connaît d'ailleurs les dérives et les dangers, mais également de produire un effet destructeur sur l'identité, sur la personne, sur la construction, être au monde, parce que l'on finit par être voyeur d'un ego permanent, celui des autres, le sien, etc. Et donc ça, c'est évidemment l'antithèse, en quelque sorte, de la démarche maçonnique, de ce point de vue-là. Donc je me permettais de faire ce petit lien, parce que c'est important de quand même bien
bien définir. Il y avait une question aussi sous-jacente, c'est clairement, est-ce que les obédiences ou les maçons doivent-ils communiquer, aller vers? Alors aujourd'hui, nous en sommes les témoins. Oui, mais avec un certain formalisme, parce que là encore, il ne s'agit pas de dénaturer. Ce qui ne se transmet pas, vous l'aurez compris, le plus grand secret maçonnique, c'est l'expérience propre à chacun et la manière dont cela opère en vous et ce que cela révèle de nouveau. Et non, on en vient de façon très naturelle, évidemment, à ce mot magique, parfois bien mystérieux, en tout cas pour les profanes, l'initiation. Alors, s'il fallait faire un extrême raccourci par rapport à ce que je viens de dire sur le numérique, l'initiation, c'est l'antithèse de la valorisation de l'ego. C'est justement renaître à soi et redécouvrir par un cheminement conscient, orienté, dans lequel des valeurs telles que l'altérité, l'envie de faire émerger en soi le spirituel et le divin, que s'opère la magie initiatique. Et initier, c'est être mis sur le chemin. Et donc, c'est votre chemin qui vous est proposé à l'issue. Donc, c'est tout sauf dogmatique. C'est clairement une proposition de se redécouvrir soi. Donc, de ce point de vue-là, aucun réseau social n'a cette vocation. Et il ne permet pas l'intimité, à l'inverse de ce que l'on pourrait penser. Beaucoup de jeunes pensent, parce que le téléphone est dans leur poche, que cela crée un contact immédiat et intime avec l'autre. En fait, c'est plus proche d'une sorte de voyeurisme. Ils swappent, je ne vais pas reprendre des termes très techniques, mais c'est un peu ma spécialité, donc je connais bien ces univers-là. Et donc ce zapping permanent, c'est aussi l'oubli de soi. Et en ce sens, ça, c'est dramatique par rapport à des générations qui vont nous succéder. Et je dois dire que moi aussi, je suis émerveillé lorsque je vois, et j'avais fait une expérience lorsque j'étais grand maître provincial, donc j'ai un certain nombre de loges pour ceux qui ne connaîtraient pas la fonction, d'avoir fait une expérience vraiment très intéressante de la création d'un atelier spécifique pour des jeunes universitaires. Et j'en tire vraiment deux facteurs clés. Le premier, c'est qu'ils ont des attentes. Et oui, ils nous challenge. Pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais très clairement, je crois que cela résume parfaitement l'idée. Ils viennent avec une appétence remarquable. Et nous devons être au rendez-vous. Et là, c'est un challenge pour nous. Et deuxième facteur, c'est qu'ils peuvent se lasser très vite et qu'il y a une contre-mesure, en quelque sorte, par l'idée de la permanence qui était évoquée par Claude et Magali tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que la maçonnerie est également un ancrage dans une histoire, dans une reconnexion à quelque chose dont le bornage, dont le cadre permet d'être dans un cadre expérimental révélateur de soi. Et c'est bien cela qui nous permet donc de passer du moi au soi, de sortir de ce piège en quelque sorte de l'ego. On a lâché à deux reprises le mot valeur. Le mot valeur. Donc la maçonnerie est censée développer des valeurs. Et la culture de son moi, ou la recherche en tout cas de ce qu'il y a à l'intérieur de soi, est censée apporter des valeurs. Est-ce à dire que le monde actuel est en perte de valeur? Ce qui voudrait dire que la maçonnerie, c'est une des réponses, peut-être une des meilleures réponses, dans le fond, à cette perte de valeur. Est-ce que le monde actuel dérape, en fait, non pas par rapport à la façon d'agir ou à la façon de communiquer, mais avec vraiment la perte de valeur? Enfin, je ne sais pas si je réponds bien. On a le sens de l'initiation. Le sens de l'initiation, c'est quand on rentre en maçonnerie, c'est qu'on va apprendre avec difficulté, avec des doutes. Les doutes, ça fait avancer. On engage quelque chose de la transformation. Et précisément avec une éthique, j'allais dire une dimension éthique et spirituelle, ça fait bien des mots philosophiques. Mais on apprend à avoir souci de l'autre, à l'écouter parler, à
à accepter de ne pas parler pendant un temps pour mieux écouter, pour mieux méditer. On est dans quelque chose qui fait qu'on a effectivement des rituels qui passent, qui sont de ce côté-là très pérennes, parce qu'on nous demande toujours d'être, voilà, de se transformer en oubliant le fanatisme, l'ignorance, et j'oublie l'autre, l'ambition. Donc, et c'est tout le temps un combat. Quel que soit notre âge, on sait qu'on a toujours cette part d'ombre en nous. Donc, il faut le transformer. On a des fois des colères, on n'est pas content de sa loge, mais bon, l'essentiel, c'est de persister. Et après, comme on sait que cette transformation nous élève, on a aussi tout de suite, immédiatement, je veux dire, le sens de l'engagement. Et le sens de l'engagement, pour moi, c'est traduire ce qui est prolongé, le sens de l'initiation. Prolonger, ça fait, on a l'impression qu'il y a une continuité. Non, c'est quelque chose qui se connecte ensemble. C'est pour ça qu'à mon avis, on reste en maçonnerie, parce que c'est jamais fini. C'est jamais fini. Et par contre, mais je vais laisser parler Magali, je suis désolée, je m'emporte. Souvent, ce que je trouve, et je trouve que c'est bien qu'il y ait des salons, c'est qu'on pense que la franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui est à part, qui n'est pas du tout concerné, ou alors que c'est des mafieux, ou que ce sont des gens... Non, mais c'est vrai. Voilà, donc, en fait, je me suis amusée à chercher, et je me suis dit, il y a quand même des présidents de la République qui prennent le temps de venir dans nos institutions, qui sont des institutions reconnues, et sur lesquelles, je ne sais pas, les médias n'en parlent pas, mais ils sont souvent interrogés sur beaucoup de choses, sur la bioéthique, sur l'éthique numérique, sur l'éthique de l'écologie. Donc c'est peut-être ce rôle-là qui n'est pas forcément connu. Et souvent, c'est souvent le président de la République qui, au cours d'une visite, va dire, en fait, montrer un peu qu'il y a du travail chez nous. Moi, je travaille à la Grande Loge Féminine de France. Oui, je travaille parce que le mot travail a un autre sens. Mais je veux dire, il y a aussi, à l'intérieur de mon obédience, des commissions qui travaillent, des commissions sur la bioéthique, et qui travaillent tout le temps. Aujourd'hui, on commence Octobre Rose. La Grande Loge Féminine de France, c'est quand même le cancer étant même une des maladies, je crois, les plus importantes encore. Donc il y a quand même, on est attaché au réel, on n'est pas des doux rêveurs, on n'est pas des nonnettes en quête d'extase, on est vraiment dans la vie et on aime ça. Je crois que pour être maçon, il faut avoir envie de vivre. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Claude, absolument, surtout. En plus, j'ai passé 28 ans à la Grande Loge Féminine de France. Et je suis le témoin du travail que font les commissions, la bioéthique, et où tous les politiques viennent interroger les sœurs de la GLFF parce qu'elles ont du talent, des qualités, des connaissances. Et pour avoir aussi été pendant 3-4 ans chargée de l'émission du dimanche matin sur France Culture. Donc moi, j'ai entendu des sœurs extraordinaires. Voilà. Donc c'est vrai que nous avons beaucoup de choses à donner, mais comment les donner? C'est ça le problème. Parce que si on ne parle que de notre côté d'initiation maçonnique, il faut leur expliquer que l'initiation, le menuisier, il est initié. Le danseur, il est initié. Tout le monde doit être initié un jour ou l'autre, sinon il ne sera pas compétent. Il n'aura pas le savoir, il ne pourra pas travailler. Donc l'initiation, c'est quelque chose, c'est le passage d'un état à un autre, c'est-à-dire je suis béotien, j'en sais rien, mais je vais être initié, je vais savoir. Mais il faut savoir aussi, c'est ce que vient de dire Claude, que si tu acceptes et que si tu demandes à être initié, tu vas t'engager, même sans le savoir. Parce que initiation et engagement, ça se conjugue ensemble. Tu ne peux pas être initié et ne pas t'engager, et ne pas te sentir engagé. Et ça, je crois que c'est une sensation qui doit être très, très ressentie, très fortement. Par exemple, moi, j'ai une petite anecdote. Là, il y a une équipe d'auteurs qui s'est engagée sur des livres. Ils sont 7, 8. Ils se sont engagés, ils ont choisi un sujet, ils se sont engagés. Eh bien, il y en a 2
Ils viennent plus aux visio, ils envoient plus de textes. Ah ouais, mais tu comprends, on n'a pas le temps, c'est compliqué. Ah ben oui, c'est compliqué. Mais un engagement, c'est compliqué. C'est compliqué de s'engager, on se marie, c'est compliqué aussi. Tout est compliqué dans la vie. Donc la maçonnerie, elle est dans la vie de tous les jours. Parce que je veux dire, sur l'engagement, c'est compliqué d'obliger les gens à s'engager et de leur faire comprendre. Comment leur faire comprendre le sens de l'engagement? Claude, je suis sûr que tu as une idée. Ah non, je peux passer. C'est vrai qu'on a, vous remarquerez que très naturellement, on a établi une sorte d'ordre de passage. Moi, j'aime bien quand les choses voilà, changent un peu, il faut transgresser un peu, c'est bien aussi en maçonnerie. Mais toutefois, un élément important à ce stade et qui amènera sans doute des réactions de Claude et de Magali, et ça me paraît important. Je vous disais en tout début de séance qu'il est important de comprendre d'où l'on parle. Et là, il y a un point qui clairement devient opposable dans le sens juridique du terme, pour qu'il vous soit clair et qu'on comprenne bien le fait qu'il n'y ait pas d'opposition entre nous, ce qui donnerait une très mauvaise image de la fraternité. Mais Les oppositions sont fécondes. alors, Claude, permets-moi de prendre cette précaution oratoire et de rester extrêmement fraternel et sympathique, puisque justement, il n'y a pas d'autre intention que celle-ci. Et c'est ce que je souhaitais indiquer à l'ensemble voilà, des personnes présentes. Un élément très important, c'est qu'évidemment, faut-il encore comprendre ce que constitue l'initiation. On a bien compris, la ritualisation, bref, tout cela est commun, en effet, à l'ensemble de nos obédiences. En revanche, ce qui ne l'est pas, et qui peut expliquer des différences en matière de restitution, mais également de vécu ou de perception de l'implication sociétale, et ce qui nous distingue aussi d'une certaine manière d'institutions tout à fait honorables qui ont pour vocation d'aller agir dans la cité. Des associations par exemple, même si nous avons aussi ce statut-là, c'est très clairement le fait à un moment de se relier au sacré. Et de considérer que cette altérité, ce regard porté vers l'autre, qu'il soit initié ou non, a comme filtre bienveillant celui de l'initiation. C'est ça qui change tout. C'est de se dire, j'ai fait une démarche authentique sur moi-même, c'est un travail compliqué, cela a été rappelé par Claude, c'est pas facile de travailler en maçonnerie, cela demande des efforts, c'est pas une boîte, un prêt-à-penser avec des outils. Là, il s'agit de s'approprier un certain nombre de principes, de les faire vivre en soi, de leur donner un sens qui peut être celui de l'implication sociétale, sans même que celle-ci passe par la structure même obédientielle. Donc toutes les obédiences ont en général des structures associées qui ont pour vocation l'aide, avec des formules très différentes, et je pourrais d'ailleurs intégrer à cela aussi de façon satellitaire les fraternels, qui ont aussi en quelque sorte deux vertus, c'est de nous rassembler en dehors de nos différences structurelles, et de pouvoir également choisir des actions précises pour donner vie, comme cela a été très joliment dit tout à l'heure, à l'intention que l'on veut donner. Et j'aimerais juste ajouter une dimension, parce que je pense que cela vous interpellera également. Il faut aussi que la maçonnerie soit un lieu d'émerveillement. La découverte de l'autre, la découverte de soi, le bonheur de vivre cet espace qui est unique, en ce sens où il rassemble des gens qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés dans un contexte autre que celui-là. Et là, on est véritablement dans quelque chose de magique. Et je pense que c'est là où nous nous retrouvons, quelles que soient les spécificités de nos obédiences. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis quelqu'un de très anticommunautariste, anti-collectivité. Donc quand on m'a parlé de franc-maçonnerie, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire avec tous ces gens-là, nous réunir pour les voir, pour parler avec eux? Enfin, je ne comprenais pas du tout, là. Et puis finalement, j'y suis allé.
J'ai été initiée. J'ai mis du temps. Ça s'est pas fait comme ça. Et puis alors au début, je disais à ma seconde surveillante, oh là là, celle-là, je l'aime pas. Oh là là, celle-là, elle m'énerve. Voilà. Et qu'il fallait pas parler. Je poussais du cou de ma voisine en lui disant, tu as entendu? Et en sortant, que des conneries ce truc. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici, quoi? J'ai mis au moins 2 ans à comprendre ce que j'étais venu faire. Je dois être un peu lente, oui. Pourtant, je vous assure, j'étais beaucoup moins vieille qu'aujourd'hui, mais j'étais un peu lente, je pense. Et au bout de 2 ans, quand j'ai compris tout ce que vous venez de dire, là, tout ce que tu viens de dire, tout ce que Claude vient de dire. Mais j'ai pas compris tout de suite. Ah, tu es d'accord? Ah, j'étais pas plus lente que les autres. Non, j'étais normale. Non, ça touche à l'émotion, donc on est un peu dans le cœur du réacteur. Ah oui, je me disais... Ce que cherche la maçonnerie, c'est vrai. On se demande ce qui se passe et on est obligé de réfléchir, on est obligé de penser. Donc j'ai envie de dire, forcément, vous sortez de sentiment d'impuissance, parce que si vous êtes venu là, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui vous manquait, quelque chose que vous ne saviez pas nommer. Et puis vous rentrez. Moi aussi, je suis rentrée, je faisais même 80 km pour aller en loge, et je me disais, mais le jour où j'étais initiée, je ne sais pas si je devrais le dire, c'est pas très bien. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une secte. J'ai dû me tromper. En plus, je connaissais personne. Et puis pendant l'été, j'ai ce que j'ai appris des frères ou des gens qui s'étaient renseignés. Je sais pas, finalement, ça. J'ai eu une telle amitié, telle fraternité, telle disponibilité pour m'expliquer que ceci, que cela. J'ai senti qu'il y avait une volonté de m'aider, mais qu'on me laissait libre. Eh ben, j'y suis depuis 45 ans maintenant, quoi. Et ça marche toujours. C'est ça, ce sentiment d'appartenance. Oui, et de sortir de sa solitude et en même temps d'être respecté pour ce que vous êtes. Vous avez parlé tous les trois d'altérité et d'importance de l'altérité en franc-maçonnerie, qui est une sorte d'enrichissement. Pourtant, on dit qu'il faut travailler sur soi-même. Donc les deux ne sont pas antinomiques. Mais comment est-ce que ça fonctionne alors? Il y a une petite chose, juste un petit détail, c'est que on travaille sur soi-même, donc on travaille seul. Mais s'il n'y a pas les maîtres, les sœurs, les frères autour, pour nous aider quand on tourne la tête en disant « j'ai pas compris », eh ben on est bien perdu tout de même. On a besoin. Ah oui, on a besoin des autres. Et quand tu fais une planche et que tu la donnes à ton surveillant et qu'il te dit « ça va pas trop là ». Ah bon, et pourquoi ça va pas trop? Mais et c'est bizarre parce que tu ne le prends pas mal. Si c'est le prof à l'école, tu le prends mal. Si c'est le frère ou la sœur qui te dit c'est pas tout à fait ça, eh ben tu le prends pas mal. Et tu reprends et tu recommences. Donc quelque part, il y a une appartenance, il y a une vraie fraternité, il y a une vraie solidarité là-dedans. Ce ne sont pas que des mots, voilà. Et ça n'a rien d'intellectuel alors? Alors, d'autant moins qu'on vient d'en avoir la démonstration, parce qu'il y a quand même quelque chose dont vous êtes tous témoins ici. C'est la fulgurance que produit l'initiation. Elle nous amène de façon instantanée, et je vais reprendre une phrase que je trouve merveilleuse, qui n'est pas de moi. C'est un apprenti qui, le soir de son initiation, nous dit cette phrase magnifique au moment où on lui donne la parole à l'agape, et qui, je ne sais d'ailleurs pas encore, pour en avoir reparlé avec lui, comment il a eu cette fulgurance, mais je trouve que c'est vraiment très beau d'avoir eu cette pensée, de dire « ce soir, j'ai l'impression de m'être fait des amis d'enfance ». Cette phrase est magnifique parce qu'elle donne toute la profondeur dont vous êtes vous-même les témoins privilégiés en cet instant, puisque nous sommes là en train de vous partager des fragments d'expérience. Nous nous respectons alors que nous ne nous connaissons pas. Quelque part, c'est toute l'éducation, dans le sens plein du terme, que confère l'initiation et le cheminement initiatique, la place que l'on confère à l'autre.
Et comment pouvoir, alors je n'aurai pas le temps, mais j'ai une très belle histoire soufie qui parle de la place laissée à l'autre, mais il est... Eh ben, tout à l'heure, pour ceux qui le souhaitent, on se rassemblera pour avoir la petite histoire. Mais très clairement, c'est cet espace que nous créons ensemble qui donne cette dimension initiatique et ce fragment de manque sans doute qui existe chez un certain nombre de profanes qui à un moment se disent, malgré tous les préjugés qu'ils pourraient avoir, en effet c'est une secte, c'est qu'est-ce qu'ils font, c'est caché, etc., viennent au contact. Et pour conclure, je trouve qu'il y a quelque chose de merveilleux à se considérer, nous, en tant que maçons. Et là, je m'adresse évidemment à l'ensemble des maçons présents, puisque j'ai vu plus de mains baisser tout à l'heure lors de ma question, donc j'en déduis que vous êtes nombreuses et nombreux. De considérer que c'est un merveilleux présent, c'est un cadeau précieux, que d'être le réceptacle que de la volonté d'un autre. Initier, c'est transmettre, c'est accueillir l'autre, c'est prendre le temps de faire silence en soi ou de se maîtriser pour créer un espace qui lui est favorable. Et c'est dans cette dynamique, je pense, que nous avons aussi sans doute un rôle à jouer à notre époque, parce que c'est une époque violente. C'est une époque qui laisse de nombreuses blessures à nos jeunes, nous en avons parlé, mais également à des plus anciens. Et les coups de la vie sont autant de blessures dont je pense que nous avons la responsabilité d'offrir un espace qui accueille aussi ces fragilités, tout en acceptant les nôtres, ça commence par là, mais également en se disant « j'ai cette responsabilité de bienveillance, d'écoute, de respect », et je pense qu'en effet, c'est sans doute ce qui nous sépare en quelque sorte de ce terme de profane. Et je trouve que tu viens de décrire en 2 minutes toute la méthode maçonnique d'enseignement. Parce que la maçonnerie est une grande école quand même. C'est une école de vie. Ça ne va pas nous apprendre à écrire mieux, à mieux compter, à mieux sauter à la corde. Non, non, ça c'est pas le sujet. Le sujet, c'est apprendre à vivre mieux avec les autres. Et avec soi. Ben d'abord. C'est ce que j'ai dit à ma petite fille, qui vient d'avoir un gros chagrin d'amour. Je lui dis, mais ma chérie, tant que tu ne seras pas bien avec toi, tu n'auras que des chagrins d'amour. Pourquoi tu me dis ça? Mais je lui dis, parce que si tu ne t'aimes pas, pourquoi tu veux qu'on t'aime? C'était terrible, c'était une soirée terrible, ça. Oui, c'est aussi ça. Donc j'ai compris un peu que l'école de la maçonnerie, c'est l'école des autres. C'est l'attitude avec les autres. Voilà. Est-ce à dire que l'inverse de la fraternité, c'est l'ignorance, alors? L'indifférence. L'indifférence, mais l'ignorance aussi, puisque l'école vient des autres. Moi, j'ai une histoire à vous raconter. J'ai lu que Camus, lorsqu'on lui a remis le prix Nobel, il s'est exprimé. Je voulais vous le dire. Mais bien ton micro. Il s'est exprimé et il a dit la chose là, que j'ai trouvée très belle. Il a confié publiquement et solennellement que ce qu'il cherchait, et je pense que c'est retrouver le sentiment d'une communauté vivante. Et je crois que c'est ça qu'on a en loge, c'est ce bonheur-là d'être dans une communauté vivante. Vous arrivez, on vous dit bonjour, on vous dit merci. Vous savez, c'est des petits mots qui ont disparu de l'espace social. C'est vraiment l'idée d'une communauté vivante. Et il avait même ajouté, ça va te plaire, refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Ça fait quand même une jolie parole biblique. Hein. On peut la reprendre, hein, même si je ne suis pas tout à fait... Non, mais c'est vrai, voilà. Je trouve que c'est cette possibilité de rêve et qui fait qu'on ne peut pas vivre dans une attitude de désespoir. Je suis sûr que vous avez très envie de nous poser des questions. En fait, là, je le sens. C'est pour ça que je me permets, Magali et Claude, soyez au rendez-vous, parce que c'est ça qui est merveilleux. Les questions vont venir. Je suis en train de lui piquer son job. Il n'est pas content mais de tout. Les questions vont venir.
Mais donc le bonheur, c'est les autres, alors. Non, c'est soi et les autres. Oui, c'est Arendt qui disait ça. Avoir souci de soi et des autres. Si vous avez souci de vous-même et des autres, vous avancez ensemble. Vous pouvez, à ce moment-là, vous sortir du chaos. Vous pouvez vous sortir de ce sentiment d'impuissance que finalement, c'est mieux que vous soyez dans votre petit coin. Non, dès que vous prenez conscience, forcément, vous vous engagez pour quelque chose. Même ne serait-ce que pour aller chercher le courrier de la petite dame qui est à côté, qui ne pourra pas se déplacer pour aller... Voilà, c'est tout ça qui fait que entrer en maçonnerie, ça réveille des neurones. Alors, moi, j'ai une petite chose, je regardais Magali parce que j'ai une petite chose à ajouter à cela, c'est qu'on n'a pas vraiment répondu à la deuxième partie de la question qui était l'engagement. Et je trouve que, mais je trouve justement que Claude vient de donner une piste de réflexion qui est très intéressante à ce sujet. C'est que, là encore, ce qui est différent d'un engagement à la Croix-Rouge, au Secours populaire, et il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent, et c'est déjà aussi une merveilleuse manière que d'aller vers l'autre et de ressentir aussi le sens que l'on peut donner à sa propre vie. Donc clairement, ce sont aussi des actions extrêmement intéressantes à tout point de vue, si ce n'est déjà parce qu'elles font du bien, et ça c'est important, et souvent même d'ailleurs à ceux qui les produisent également. Mais juste un point, Magali, avant de te donner le micro, c'est qu'il y a quand même une spécificité de notre engagement qui est celui de faire le choix de confier au regard du collectif, on l'a exprimé un peu tout à l'heure, mais c'est quand même extrêmement important, une sorte de parcours individuel partagé. Et que cet engagement, il a une nature très particulière par ce phénomène spécifique dont le liant est la ritualisation. Et cette codification qui nous permet quelque part d'être orientés dans cet engagement, de lui donner une nature, de lui donner un axe, c'est quand même assez spécifique à la méthode maçonnique. Et là, alors, tu viens de me donner l'occasion de vous raconter une anecdote très personnelle en plus. La petite fille déjà. Ah, c'est vrai, il y a eu la petite fille. Non, il n'y aura pas mes amants. On va s'arrêter là. Oui, j'ai fait un DU de psycho et j'en étais à ma 15e année de psychanalyse. Et là, je dis à ma psy, je lui dis, je crois que je vais rentrer en maçonnerie, ça fait 3 fois qu'on me le demande. Elle me dit, allez-y, mais dans 6 mois, vous me quittez. 3 mois. 3 mois. Tu n'étais pas guérie pourtant. Oh, mais j'ai jamais été guérie. Moi, j'engage Magali comme community manager. Je ne serai jamais guérie, moi. Mais j'ai passé 20 ans à faire de la com, d'ailleurs. Ah oui. Bien. Merci. Je pense qu'en matière d'engagement, on a quand même évoqué l'engagement, puisque on est passé du travail sur soi à la communauté, au travail avec les autres, et donc à la vie sociale. Quand on dit qu'il y a une maçonnerie sociétale et une maçonnerie spiritualiste, alors certes, on n'a pas évoqué les questions de spiritualité, mais il n'y a pas 2 maçonneries, il n'y en a qu'une, évidemment, je pense. En tout cas, sur l'éthique, on est tous d'accord sur l'éthique. C'est-à-dire la lumière de la raison, la lumière de la tolérance, la lumière du respect de l'autre. On est tous sur ces valeurs-là. C'est ce qu'on partage là. Et à ce moment-là, si on les partage, ce n'est pas un truc qu'on met à part. Il faut les vivre. Sinon, il ne faut pas les dire. On ne peut pas les partager avec n'importe qui quand même. Choisir. Alors, puisqu'on en est au sujet qui fâche, parce que c'est ça l'objectif, hein, tu veux qu'on finisse sur une mauvaise note? Pas du tout. Alors, pas du tout. Blague à part, il y a quand même quelque chose d'extrêmement important, et sans juger de l'historique propre, vous savez que la maçonnerie française a quand même quelques spécificités, et en particulier d'avoir un paysage assez riche par rapport à d'autres territoires, et on peut s'en réjouir. Cela permet d'avoir de multiples propositions
Et c'est à vous, et là je m'adresse à ceux qui seraient intéressés par la démarche, de vous orienter vers... alors en général c'est bien de connaître quelqu'un qui peut être témoin de ce qu'il vit et que cela résonne en quelque sorte. Je pense que le non-hasard ou la rencontre est souvent un facteur clé dans la démarche également de la demande d'initiation. Mais il est vrai qu'il faut aussi comprendre ce que l'on fait. Et il y a une proposition, au même titre, alors c'est très spécifique là, mon obédience, donc je vais juste le rappeler, c'est pas du tout pour faire de la réclame, mais nous avons 6 rites. Il est évident que c'est une différence majeure par rapport à d'autres obédiences, parce que croyez-moi, arriver dans un rite qui a une proposition, qui souvent se décline d'ailleurs au-delà de l'environnement obédientiel, avec des juridictions ou des systèmes de side degrees, ou bref, des progressions possibles, il est évident qu'il s'agit là d'une proposition de progression dans la quête de soi et du sacré. Donc il faut à un moment que cela réponde, ou du moins à minima, que cela puisse emmener. Exactement. Et donc c'est pour ça que je nuance un peu, et je le fais, je crois, de façon très, très convenable, sans créer de comparaison inutile entre les obédiences. Mais ce qui est vraiment important, c'est aussi de comprendre qu'on doit s'approprier le thésaurus symbolique propre à un rite pour pouvoir progresser au sein de ce rite. Sinon, ça n'a pas de sens, parce qu'on va en effet avoir des gens formidables, on va se sentir bien, et ça peut être une manière d'ailleurs aussi. Moi, j'ai rencontré des gens qui ne comprenaient pas au début véritablement ce qu'ils faisaient en maçonnerie, et qui ont eu des parcours de maçons extrêmement heureux, et voilà. Donc je ne vais pas vous raconter d'anecdotes, parce que j'en ai aussi beaucoup. Mais en une phrase, j'ai un frère moi, que j'aimais beaucoup dans une des loges que je fréquentais, qui venait toujours avec son petit tablier de maître, malgré le parcours qu'il avait pu faire au sein de l'obédience, et qui avait ce plaisir d'être là. Et je dois dire que c'était irradiant pour la loge, parce qu'il incarnait tellement ce bonheur d'être là. Et je dois dire que ce frère, souvent résonne en moi, il est passé à l'Orient éternel, il résonne en moi comme étant un modèle de ce que doit être l'éveil à soi-même et le bonheur de se trouver au milieu des autres. Et je pense que cela a du sens. Et quelle que soit la proposition initiatique, si c'est cela que vous avez au rendez-vous, ça vaut la peine. Merci. Bien, merci. Nous allons passer aux questions, s'il y en a. Si certains veulent poser des questions, la bonne question, c'est la question qui est un petit peu courte, qui passe un petit peu sur le côté discursif, et au contraire, qui interroge l'un des 3 débatteurs. Donc je ne sais pas, le micro pour circuler, est-ce que quelqu'un est là pour faire circuler le micro ? Alors, on avait déjà 2 mains qui se sont levées, mais c'est la même personne, oui, tout en haut. Alors, juste une petite chose, parce qu'il a eu l'élégance de ne pas vous le dire de façon brutale, mais tu m'autorises à être ton interprète. Si autrement dit, il invite les maçons à éviter des questions qui sont souvent des contre-planches, si vous voyez ce que je veux dire, et qui ont souvent moins d'intérêt pour les profanes présents. Voilà. En plus, on a un allié de poids, il nous dit qu'il va faire circulariser le micro, c'est très gentil. Bien. Donc la parole... il va nous dire qu'il est profane dans une seconde. La parole est à la salle. Merci beaucoup. Je vais revenir sur ce qui a été dit durant la conférence. Quand j'entends que les jeunes sont connectés à leur téléphone... On entend assez mal. Non, mais c'est pas... Je vais peut-être me mettre un peu plus loin de... Voilà. Alors, je disais que vous, sur scène, vous avez dit que les jeunes sont connectés à leur téléphone. Je vais faire part un peu de mon Ah. Est-ce que ça va mieux, loin ? Je vais me faire l'interprète. Ce que je vous propose, c'est peut-être
de venir sur l'estrade. Ah, ça fait... Vous remarquerez que j'ai eu un vous de courtoisie, mais qui se voulait aussi respecter la qualité éventuellement profane. Voilà, comme ça, non seulement... Alors, on se dit tu ou on se dit vous? On se dit tu. Bon. Alors, effectivement, comme ça, tout le monde te verra déjà, et nous, on t'entendra mieux, parce que c'est vrai qu'on a un retour sono qui est terrible. Alors, peut-être que là, vous m'entendez mieux. Oui. Alors, je disais que les jeunes sont connectés à leur téléphone. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. Je suis venu rechercher l'humanité. Tout à l'heure, vous disiez, il y a un bonjour, un merci, mais il y a surtout un comment tu vas. Cette phrase-là, elle transforme. Transforme. Parce qu'on parle d'humain et humain. On parle de cadeaux, de qu'est-ce que le profane vient chercher comme cadeau. Et je remarque aussi que les profanes apportent des cadeaux avec leur nouvelle vision du monde. Et je souhaitais savoir quels étaient les cadeaux que vous avez reçus de la part de profanes. Moi, comme ça fait plus de 45 ans que je suis en maçonnerie, j'en ai pas mal. Hein. On va passer la nuit. Hein. C'est déjà ça. Non, c'est à chaque fois. Il faut quand même être honnête. On se dit, oh, j'ai tenu ce soir, il faut que j'y aille. Et puis, pouf, la tenue se passe. Ça vous avez dit, oh, qu'est-ce que j'étais bien ce soir. Et puis on se quitte, il est vachement tard. Pour moi, il n'y a plus de métro. Faut que je me passe. Il y a ça. Il y a cette magie-là de quelque chose qui se passe. Donc, peut-être que justement, avant de rentrer en loge, maintenant on nous le demande parce qu'il faut faire attention, il vaudrait mieux pas avoir le téléphone parce que c'est quelque chose qui distrait. Oui, mais moi j'ai connu aussi... je vais même vous raconter une histoire. J'étais vénérable maîtresse à l'époque où il y avait, ça veut dire présidente. C'est une fonction élective. Et je vois, j'étais en surplomb, une jeune apprentie qui était comme ça, et je n'ai rien dit. Je suis allée la voir à la fin de la tenue, et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je crois que tu pianotais sur ton téléphone. Il y a quelque chose qui t'a déplu, quelque chose parce que dont tu ne pouvais pas poser de questions, ou je ne sais pas. Et elle me dit, je suis, on se connaît, on pense se connaître, mais on ne sait pas l'intimité des gens. Et cette jeune femme me dit, en fait, j'élève toute seule ma petite fille, c'est un nourrisson, et je ne sais pas si la personne, le babysitting était là. Et elle me dit, j'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose. Eh bien, je lui dis, écoute, va d'abord élever ta petite fille, prends des précautions, sinon tu ne pourras jamais être en tranquillité en étant en tenue. Voilà. Je ne l'ai jamais dit à personne, mais je pense qu'il y a des moments où il faut aider les gens à faire des choix. Voilà. Et voilà, je ne pouvais pas dire autre chose, mais je pense que ce qui doit présider, ce qui à chaque fois c'est le miracle, c'est ça, se dire, bon, allez, on laisse tomber, soyons en humanité avec l'autre. Voilà. C'est peut-être pas la réponse que d'autres lui auraient faite, mais moi j'ai fait celle-là et je la regrette pas. Magali, une anecdote avant la mienne ou pas? Parce que je crois que 3 anecdotes sont attendues. Hein. J'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai au moins rencontré 4-5 femmes exceptionnelles à la GLFF, exceptionnelles. Et après, j'ai rencontré plein de gens très sympathiques avec qui je n'aurais jamais parlé de ma vie. Voilà. Et ça, c'est un vrai cadeau, quoi. Alors, je vais vous raconter une anecdote du coup très personnelle. Et si j'ai bien compris la question que tu as posée, clairement, c'est qu'est-ce qu'un profane aurait pu nous offrir ou nous témoigner en tant que maçon. J'ai une anecdote donc très personnelle, mais je sais que vous la garderez pour vous. Et comme nous ne sommes pas filmés, elle ne sortira pas de ces murs. Et c'est pour ça que je ne vous donnerai pas la chute de l'histoire. Il se trouve que j'ai un beau-fils que j'aime...
voilà, comme mes enfants. Et il se trouve que ce beau-fils que j'ai eu, vous savez, comme souvent, on rencontre la maman, et puis on a en kit déjà tout fait, un enfant qui à l'époque avait 7 ans, que je vais élever comme si c'était le mien. Et lorsqu'il a 18 ans, il vient me voir et il me dit, écoute, Christophe, puisqu'il ne m'a jamais appelé papa, je souhaiterais entrer en franc-maçonnerie. Alors je dois dire qu'il me cueille un peu à froid parce que je ne m'attendais pas du tout, voilà, à cette démarche, me questionnant sur la légitimité de la démarche, bref, hein, ce qu'un parent peut faire sur n'importe quel sujet, évidemment, pas spécifiquement celui-là. Et je lui demande pourquoi. Et il me fait cette réponse. Il me dit, tu sais Christophe, tu as toujours été quelqu'un de bien avec moi. Je pense que la maçonnerie y est pour quelque chose. Je pense que ça, c'est le plus beau cadeau, en effet, qu'un profane ait pu me faire, parce que c'est une reconnaissance de quelque chose dont on n'est sans doute pas conscient et qui transpire, ce qui explique sans doute pourquoi beaucoup de maçons se reconnaissent. Vous savez, pour les quelques profanes présents, on parle des frères La Gratouille et je ne sais quel signe qui circule sur Internet. Il n'y a pas besoin de ça. Si vous avez un véritable maçon en face de vous, maçonne ou maçon d'ailleurs, eh bien très clairement, spontanément, vous ressentirez qu'il y a quelque chose de différent. Et ça, c'est un cadeau. Bien. D'autres questions? Non, le jeune homme là, tu as reçu ton salaire, c'est ce qu'on dit en fait. Tu as reçu ton salaire. Alors, il y a une question ici. Merci. Ah oui, mais comme c'est enregistré, on n'entendra pas la question. Pardonne-moi de m'occuper de la... Alors là, pardon, j'ai tutoyé d'emblée, mais c'est peut-être... Je peux, voilà. Ma question elle est simple, elle porte sur la deuxième partie du sujet, le sens de l'initiation et l'engagement du 21e siècle, au 21e siècle, pardon. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'engagement au 21e siècle, il est en perte de vitesse? Et en tout cas, c'est mon sentiment et l'impression que j'ai quand je vois le comportement de certains frères ou de certaines sœurs dans leurs ateliers. Et on le constate également dans la vie profane où on a certains engagements que je qualifierais d'éphémères, qui sont sur le moment à chaud, et très vite on perd derrière la notion du devoir qui s'associe à l'engagement. Et on sait très bien que plus il y a de devoirs, plus il y a de responsabilités. Et certains, comme Heidegger ou Victor Hugo, l'ont bien souligné. J'ai dit. Bon. Très maçonnique comme conclusion. On dévoile aucun secret. On va être un petit peu limité par le temps. On ne va pas recommencer l'ensemble de la conférence. Moi, je répondrai à ta question, parce que j'ai trouvé que là, ça a été écarté d'autorité, mais elle est intéressante, sa question. Aidez-moi à le tenir comme il faut, comme ça. Oui, la question du monsieur C'est bon? Ah. La question du monsieur m'interpelle et puis elle est intéressante. Et j'ai eu la chance, il y a, je ne sais plus combien de temps, j'avais 40 ans, j'en ai 68, de travailler sur l'engagement. Oui. La question du monsieur est intéressante. J'ai eu l'occasion, il y a de nombreuses années, de travailler sur l'engagement au sein d'un département de sociologie. J'étais moi-même pas sociologue, mais je suis retournée faire des études à 40 ans. Et du coup, j'ai passé un doctorat. Et du coup, je l'ai passé sur l'engagement. Et j'étais qu'une petite qui retournait à la faculté, qui s'est un peu creusé la cervelle pendant 2 ans. Je n'étais pas une chercheuse. Ce que je voudrais vous dire sur l'engagement, c'est que la réflexion de monsieur, elle est vraie, mais en même temps, elle mérite vraiment, à l'aune du 21e siècle, et je dis bien du 21e siècle, d'être interrogée avec d'autres lunettes. Parce que si vous écoutez aujourd'hui les gens qui travaillent sur l'engagement, au niveau sociologique, ce que j'ai compris, puisque je ne les vois plus, ces gens-là, je ne les côtoie plus. Vous savez, la faculté, vous y allez, vous êtes tout content, vous participez à plein de réflexions, vous la quittez, vous n'êtes plus dans les cercles, quoi. Bon, en tout cas, il y a un laboratoire en sociologie qui travaille sur l'engagement spécifiquement et qui travaille sur ces questions, les engagements longue durée, les engagements...
les engagements post-it. On appelle ça post-it. Alors, je me ferai l'interprète parce qu'effectivement, j'ai tendu l'oreille et Moi, je j'ai une vous petite résumerai voix, la je suis question. désolée. Voilà. Et donc, dans cet laboratoire de l'engagement, oui, en sociologie, il existe des sociologues qui cherchent, qui recherchent sur les différentes modalités d'engagement aujourd'hui. Voilà. Et du coup, ça peut être intéressant pour ouvrir nos œillères, parce qu'on a tendance à penser que l'engagement, c'est comme autrefois. Mais non, il y a différentes formes d'engagement aujourd'hui. Et effectivement, on parle d'engagement post-it, mais qui n'est pas forcément moins bien que l'ancien engagement que le monsieur peut-être a connu. Il y a différentes formes d'engagement, et je trouve que ça vaudrait le coup de rechercher un peu de ce côté-là, avec des gens qui rencontrent réellement sur le terrain toutes les formes d'engagement. Et ce n'est pas une critique. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'engagé, donc j'ai 68 ans, je fais partie plutôt des gens engagés à l'ancienne. Mais aujourd'hui, les formes d'engagement sont très différentes. Ça ne veut pas dire que les gens sont moins engagés, c'est différent. Moi, j'ai compris, oui. L'engagement, ce n'est pas le monopole de la franc-maçonnerie. Il y a des engagements, non mais ça avait l'air de dire, c'est une école de responsabilité collective, et vous voyez, ça joue sur le moral, ça nous rend joyeux, mais des engagements, ça se voit tous les jours, et il faut respecter ces formes d'engagement, il faut les encourager. Il y a des engagements qui s'inventent, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, madame, je partage, et je crois qu'il faut être à l'écoute de ça. Alors, je ne sais pas si Magali veut réagir également, mais j'ai juste une Voilà, petite Claude a formulation. décidé que j'étais d'accord avec elle. Ah bon, ben voilà. Elle a décidé. Formidable. Bah écoutez, Alors, juste pour faire le lien avec les deux questions, si ce n'est par respect pour les questions posées, un élément très important, c'est que je pense que il ne faut pas tomber dans des visions dogmatiques ou quasi sectaire que pourrait revêtir la nature de l'engagement. C'est-à-dire que la beauté de la maçonnerie, c'est aussi la multiplicité. Et ce pluralisme rassemblé autour d'une loge, au sein d'un rite, permet justement à chacun de repartir avec quelque chose qui lui est propre, dont il est porteur et qui donne sens à sa démarche. Et je pense que toute tentative de normer ou de considérer qu'il y aura un engagement spécifique à la franc-maçonnerie d'une manière générale, on a déjà parlé de nos obédiences tout à l'heure, c'est déjà sans doute une erreur ou une méconnaissance à la fois historique, rituelle, etc. Mais c'est également une violence faite à l'émergence de sa propre volonté. Pour se construire soi, il faut à un moment s'emparer en quelque sorte de cette... du moyen d'action que l'on va choisir. Et je pense même, pour conclure, que cela évolue dans un parcours maçonnique et qu'il y a des choses qui ont beaucoup de sens à certaines étapes de nos vies maçonniques, qui en ont peut-être moins à d'autres moments, comme par exemple la progression au sein de la loge ou d'un rite. Parfois, c'est quelque chose qui obsède certains maçons et puis qui n'intéresse pas du tout d'autres. Ça montre bien qu'il y a une diversité de la nature et aussi de la manière de s'approprier cette démarche. On est quand même là pour ne pas se faire voler ce droit à vivre une maçonnerie qui a du sens pour soi. j'espère que tu ne parles pas de la maladie de la cordonite. De quoi parles-tu ? Bien, je crois que malheureusement, on va être pris par le temps. Il va falloir qu'on laisse la parole pour un autre débat. Merci à nos trois débatteurs qui ont répondu à des questions, en tout cas.